Salut, notre tutoriel d'aujourd'hui porte sur l'analyse en composantes principales. Nous allons vous montrer de façon claire à quoi correspond l'analyse en composantes principales. En prenant un cas pratique, nous allons pouvoir illustrer comment de façon pratique vous pourriez mettre en œuvre cette méthode. Voilà, donc pour ce qui est de l'analyse en composantes principales, on est confronté à une situation où on a observé un certain nombre de variables quantitatives. Il faut rappeler ici que l'analyse en composantes principales s'applique essentiellement aux variables quantitatives ou alors les variables qualitatives ordonnées. Donc, les variables qualitatives, si vous voulez mettre en œuvre une étude, une analyse en composantes principales, si parmi vos variables, vous avez des variables qualitatives, elles doivent être ordonnées. Donc, dans un sens, et elles doivent être ordonnées dans le même sens, soit dans le sens ascendant ou bien le sens descendant. Mais toujours est-il que dans le cadre d'une étude, dans le cadre d'une analyse en composantes principales, vous avez n individus sur lesquels vous avez observé n variables. Vous avez par exemple les individus peuvent être par exemple des pays sur lesquels vous avez observé un certain nombre d'indicateurs socio-économiques, peut-être le PIB, le taux de chômage, le taux d'investissement, le taux d'ouverture, un certain nombre d'informations macroéconomiques par exemple qui peuvent... et puis à partir de ces observations sur vos individus, vous avez des individus, vous avez un certain nombre de variables, vous voulez par exemple synthétiser l'information de telle sorte que étant donné un certain nombre d'informations simples, pas sur toutes les variables, vous puissiez avoir une idée du niveau, par exemple, du développement du pays. Au moyen de ces observations, on peut par exemple utiliser l'analyse en composantes principales pour pouvoir construire par exemple un indicateur de développement, un indicateur qui pourra dire si, à quel niveau se situe le développement du pays. Mais on n'en est pas encore là. Et donc, comme résultat, on peut visualiser les individus, la notion de distance entre les individus, on peut visualiser les variables en fonction de leur corrélation. Et donc, pour tout dire, l'analyse factorielle, l'analyse en composantes principales permet de synthétiser l'information. Vous pouvez avoir un certain nombre d'individus et une multitude de variables difficiles à gérer. Et pour ces raisons, vous pouvez utiliser l'analyse en composantes principales pour synthétiser les variables, peut-être en deux variables qui sont une combinaison linéaire de ces variables, puisqu'il faut déjà signaler que pour mesurer la qualité de la représentation, des représentations obtenues, il y a un certain nombre de critères. Il y a des critères qui peuvent être globaux, et puis des critères individuels. Vous pouvez, par exemple, donner des noms à vos axes pour pouvoir expliquer la position d'un individu. Vous pouvez utiliser éventuellement des variables supplémentaires en illustrative, si elles sont, par exemple, qualitatives, pour pouvoir bien expliquer votre nuage. Donc, comme je le disais tantôt, en analyse en composantes principales, on a un problème. Quel est le problème? On a des données sur P variables quantitatives observées sur n individus. Voilà, donc ce qui nous permet d'avoir notre matrice que vous voyez affichée à votre écran, où on a pour chaque individu les réalisations de nos différentes variables. Donc, et sur la ligne, nous avons les réalisations de chaque variable pour étant donné un individu donné. Par exemple, à la ligne N, vous verrez que l'individu N a x1 N. X1, par exemple, si on prend l'individu I, autant pour moi, à la ligne I, vous verrez que l'individu l'individu I a une réalisation x1i pour la variable x1, x2i pour la variable x2 et ainsi de suite jusqu'à xip pour la variable xp.
Et donc, étant donné cette matrice-là, on a sur laquelle les individus sont les éléments d'un espace euh, vectoriel réel de dimension P, plus précisément RP, et les variables sont les éléments de Rn. Donc on peut donc essayer de synthétiser cette information là si on a un amalgame pour pouvoir bien représenter les individus, pour que les individus puissent mieux expliquer les comportements des individus de notre échantillon. Donc on observe, on cherche à représenter le nuage de points des individus. Dans un premier temps, à chaque individu que l'on note EI, on peut associer un point dans RP, P représentant le nombre d'individus. Donc, à chaque variable X, on peut associer un axe de notre espace RP. Donc, on peut associer un axe. Et donc, on peut faire une représentation. Là, c'est une représentation lorsqu'on est en dimension 3, par exemple. Vous voyez ici que lorsqu'on a plus de 3 variables, la visualisation devient impossible. D'où l'importance de l'analyse en composantes principales, qui va consister à synthétiser l'information en peu d'axes, en général tout au plus 3, pour pouvoir faire des schématisations, pouvoir mieux visualiser, pouvoir mieux utiliser l'information dont on a à disposition pour pouvoir prendre des décisions ou alors résoudre des problèmes d'ordre pratique. Voilà. Le principe de l'analyse en composantes principales, c'est que on cherche une représentation des n individus dans un sous-espace vectoriel FK, de RP de dimension K, en général très petit, 1, 2, 3, plutôt plus en général. Voilà, ça peut être dans un plan dans le cas où on a notre K est égal à 2, ou alors un espace dans le cas où c'est égal à 3, ou tout simplement une droite lorsque notre K est égal à 1. Donc, autrement dit, on cherche à définir K nouvelles variables comme combinaison linéaire des P variables initiales qui feront perdre le moins d'informations possible et pouvoir mieux représenter la situation. Donc, ces variables sont appelées les composantes principales, ces variables qui sont peu nombreuses et qui peuvent s'écrire comme combinaison de nos variables initiales, et les axes qu'elles déterminent sont appelés les axes principaux, tout de même que les formes linéaires associées sont des facteurs principaux de nos axes. Donc vous pouvez voir qu'au départ là, si on avait une représentation en dimension 3, donc en une dimension donnée très grande de nos individus qu'on ne peut pas facilement schématiser, on peut revenir après une analyse en composante principale à 3 axes naturellement qui peuvent être facilement matérialisés et schématisés et visibles par l'œil, et puis par des cochets facilement interprétables. Donc le principe de l'analyse en composante principale permet de perdre le moins d'informations possible, et donc on a un sous-espace vectoriel FK de RP, comme je vous l'ai dit tantôt, qui devra être ajusté au mieux possible au nuage des individus, de telle sorte que la somme des carrés des distances des individus à FK soit extrême, soit minimale. Donc, la somme des distances des individus à notre espace, à notre nouvel espace, doit être minimale, ce qui autrement dit signifie que notre sous-espace FK doit être tel que le nuage projeté est une inertie, ou alors inertie entendue par la dispersion maximale ou variance si vous voulez, que la variance soit maximale. Et donc les deux conditions sont basées sur les notions de distance et de projection orthogonale notamment.
Donc, il faut bien choisir les distances qu'il faut utiliser dans le cadre de l'analyse en composantes principales. Vous connaissez la distance euclidienne qui se calcule par la somme des carrés des différents entre les points. Et dans un espace de dimension P, on généralise cette notion de distance euclidienne entre deux individus par la somme des carrés des distances, des différences de coordonnées entre les deux individus. Ça, la distance entre deux individus. Et le problème qui peut se poser en analyse en composante principale, c'est que c'est un problème d'unité parce qu'on peut avoir par exemple une variable qui s'exprime en mètres, une autre variable qui s'exprime en litres. Vous voyez que les unités ne sont pas concordantes et donc on ne peut pas a priori calculer cette distance-là, sinon auquel cas avoir une quantité qui n'a pas de signification. Donc il faut trouver le moyen de ramener nos variables dans la même dimension et pour cela il faut dans un premier temps centrer et réduire nos différentes variables. Centrer signifie retrancher la moyenne et puis réduire, divisé par les cas types. Donc, l'ayant fait, on peut, ça peut nous permettre de ramener nos différentes variables à une unité, à une variable sans unité, mais qui a une signification. Lorsqu'on va revenir à nos variables initiales, on peut prendre par exemple l'exemple d'une puissance moyenne de voiture qui est de 92 chevaux avec un écart type de 24 si on est dans une population donnée. La Renault par exemple a une puissance de 140 chevaux, la Renault 21 a une puissance lorsqu'on fait la moyenne centrée réduite, la variable centrée réduite, on trouve 2, ce qui signifie que notre variable est à 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Voilà, c'est une interprétation. Alors, après avoir résolu ce problème d'unité entre nos différentes variables qui peuvent ne pas se mesurer dans des unités similaires, nous pouvons regardez par exemple la notion d'inertie totale qui n'est rien d'autre que la distance qui sépare, la distance moyenne, la moyenne des distances qui séparent les individus à l'individu moyen. G représente l'individu moyen, donc, ou de façon plus générale, l'inertie c'est une moyenne pondérée des distances des individus à l'individu moyen ou les pondérations, la somme des pondérations est bien évidemment égale à 1. Les pondérations peuvent être choisies en fonction du contexte ou qui peut être particulier, mais l'inertie de toutes les façons est la somme pondérée des carrés des distances des individus au centre de gravité ou alors l'individu moyen si vous voulez. L'inertie mesure en fait la dispersion totale de notre nuage de points. Et donc l'inertie peut être aussi égale à la somme des variances des variables étudiées. Donc si on note par exemple V la matrice des variances covariances, l'inertie c'est la somme de nos différentes variances. Qui n'est rien d'autre que la trace de la matrice des variances, la matrice de variance covariance. Donc à titre de remarque, dans le cas où les variables sont centrées réduites, la variance est chaque variable vaut 1 naturellement, et puis l'inertie totale est égale à P, le nombre de variables de notre échantillon. Donc il est équivalent d'utiliser deux critères concernant la perte d'informations. La projection orthogonale du nuage sur le sous-espace F. Si on se donne un sous-espace de RP, la projection orthogonale de l'individu sur cet axe peut se calculer en utilisant le théorème de Pythagore. Et donc, on va chercher un espace F qui sera tel que cette distance-là, cette distance
du point en question, la projection du point sur l'espace soit minimale, ce qui revient d'après le théorème de Pythagore à maximiser la somme à maximiser l'inertie. Donc la somme pondérée des écarts de ces individus à la moyenne dans le nouvel espace. Donc l'inertie totale moins la quantité à minimiser est égale à la quantité qu'il faut maximiser. Il faut maximiser la somme des écarts de la moyenne pondérée des écarts les coordonnées de l'individu dans le nouvel espace au centre de gravité. À défaut de minimiser la différence entre l'inertie et les écarts à la moyenne de chaque individu. Donc, comme solution du problème posé, on peut procéder à la recherche d'axes portant le maximum d'inertie équivalent à la construction des nouvelles variables. Et donc, de variance maximale. Donc, en d'autres termes, on effectue un changement de repère dans l'espace RP de chacun de ces et à se placer dans un nouveau système de représentation où le premier axe apporte le plus possible d'inertie totale du nuage, le deuxième axe le plus possible d'inertie non prise en compte par le premier axe et ainsi de suite. Et donc cette réorganisation s'appuie sur la diagonalisation de la matrice des variances covariantes. Donc pour pouvoir déterminer ces différents axes-là qui prennent en compte le maximum d'informations, dont le premier prend le maximum, le deuxième prend autant d'informations que possible n'ayant pas été pris par le premier axe et ainsi de suite. On n'a qu'à diagonaliser notre matrice de variance covariance et le problème est résolu. Donc l'axe principal de notre inertie ce sont les axes de direction, les vecteurs propres de notre matrice V, matrice de variance covariance normée à 1. Donc il y en a P exactement. Le premier axe est celui associé à la plus grande valeur propre et puis on le note U1 en général et par ricochet vous pouvez déduire la notation des autres. Le deuxième axe est celui de la deuxième valeur propre et ainsi de suite. Donc la solution à notre problème a été trouvée. On cherchait à trouver un nouvel axe sur lequel la projection de nos individus maximise l'inertie totale. Donc vous voyez que en diagonalisant notre matrice de variance covariance, on résout le problème. On trouve des axes qui sont nommés des axes principaux sur lesquels on pourra désormais travailler. Et donc la composante à chaque axe est associée une variable appelée composante principale. Donc la composante principale est le vecteur renfermant les coordonnées des projections des individus sur l'axe 1. Donc sur l'axe considéré. Donc la première composante principale va donc regorger le vecteur, les coordonnées des projections des individus sur l'axe 1 et ainsi de suite. Et donc le vecteur composante principale pourra s'exprimer comme combinaison linéaire de nos vecteurs initiaux avec comme coefficient comme dans nos combinaisons nos espaces, nos coordonnées dans les espaces propres si vous le voulez. Et donc la variance d'une composante principale est égale à l'inertie portée par l'axe principal
qui lui est associée. Donc la première composante que nous avons dénommée C1 a pour variance lambda 1 qui est la valeur propre associée à cette composante là, et la deuxième composante sera associée à la valeur propre lambda 2 et ainsi de suite. Donc les composantes principales sont donc non corrélées 2 à 2 puisque les sous-espaces propres sont 2 à 2 autonomées et indépendantes. Donc voilà. Donc si on considère par exemple la jème composante principale, ces différentes coordonnées, ces différentes composantes de sur chaque axe fournit les coordonnées de l'individu dans l'axe en question. Et donc si on décrit, si on désigne une représentation plane, les individus, les meilleurs, la meilleure sera celle réalisée grâce aux deux premières composantes principales. Voilà, donc on peut regarder par exemple ce plan, mais il faut faire attention à la qualité de la représentation de chaque individu. Nous allons revenir sur les indicateurs qui peuvent faire que une représentation soit de qualité ou pas. C'est vrai que d'un point de vue visuel c'est visible, mais on peut calculer un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de savoir, de voir, étudier la représentation, la qualité de la représentation. Et donc, on peut essayer de regarder les proximités entre les composantes principales et les variables initiales qui sont mesurées par les covariances et surtout les corrélations. Donc, si on prétend donner un individu, si on reprend ses coordonnées dans les axes principaux, on pourra représenter le cercle de corrélation de nos différentes variables et de voir si s'il y a une corrélation entre nos différentes variables. On pourra visualiser et de voir les variables qui se ressemblent ou alors qui évoluent dans le même sens ou alors qui sont antagonistes selon le cas. Et donc on utilise par exemple le produit scalaire pour pouvoir voir étant supposé que les variables sont centrées, donc utiliser le produit scalaire pour pouvoir voir la distance, la corrélation entre les différentes variables. Donc on utilise le cosinus de l'angle entre nos différents vecteurs n'est rien d'autre que le produit scalaire de nos différents vecteurs puisque nos variables sont centrées réduites. Et donc ce cosinus là permet de définir le coefficient de corrélation linéaire entre nos différentes variables. Ce cosinus calcule comme le produit scalaire divisé par le produit des normes de nos différents vecteurs. Et donc le sinus de l'angle formé entre les variables x et x est le coefficient de corrélation linéaire de nos différentes variables. Et donc vous pouvez regarder le cercle de corrélation dont je vous ai parlé plus haut là. On peut par exemple regarder, au regard de ce cercle de corrélation, voir que x1 et x2 ont une corrélation proche de 1. Puisque vous voyez là que l'angle entre les deux vecteurs est suffisamment fait. Par contre, x1 et x3 par exemple ont une corrélation qui est proche de 0. Parce que voilà, vous voyez le sinus de l'angle entre les deux. Vous pouvez faire une analyse similaire à différents cas possibles. Donc quels sont ces différents critères qui permettent de déterminer la validité de la représentation? Il y a un critère global qui mesure la part d'inertie expliquée par l'axe I. Donc, la valeur propre, comme je vous l'ai dit plus haut, représente l'inertie représentée par l'axe. Et donc, la part d'inertie représentée par chaque axe peut être un critère global. Par exemple, si on prend par exemple le premier plan, on verra que la part d'inertie expliquée par ce premier plan principal là, c'est la somme des valeurs propres la somme des deux premières valeurs propres divisée par la somme totale des valeurs propres. Ce critère est souvent exprimé en pourcentage, permet de mesurer le degré de reconstitution des carrés des distances.
Et donc, la réduction de la distance est d'autant plus forte que les variables de départ sont plus corrélées. Voilà. Donc, on peut également regarder la contribution des axes. Les différentes procédures sont en général complémentaires. Le pourcentage d'inertie souhaité, a priori, on peut par exemple dire qu'on veut par exemple un pourcentage d'inertie, en général dans la pratique, peut-être d'au moins 70%, 70% ou 80% selon la réalité qui s'offre à nous. Nous pouvons par exemple diviser l'inertie totale par le nombre de variables initiales et puis l'inertie et regarder l'inertie moyenne par variable. Donc, conserver tous les axes portant une inertie supérieure à cette valeur d'inertie moyenne. Par exemple, voilà, ça peut être un critère. Et donc, on peut regarder l'histogramme. Donc, conserver l'axe associé aux valeurs propres situées avant la cassure. Vous voyez la cassure qui est située à la la quatrième valeur propre. Donc, si on conserve les axes associés aux valeurs propres situées sur la cassure, on pourra résumer au mieux l'information contenue dans notre nuage. Donc, comme autre critère individuel, un critère individuel, c'est le cosinus carré. Le cosinus carré d'un individu dont nous allons vous montrer un peu plus tard, qui n'est rien d'autre que le cosinus carré, le carré du cosinus de l'angle qui existe entre notre individu et sa projection sur le plan, sur un plan, sur notre espace, notre sous-espace considéré. Donc, ce cosinus carré là pourra permettre de déterminer la qualité de la représentation de l'individu sur notre sous-espace. Donc, pour chaque individu, la qualité de la représentation est définie par le carré du cosinus de l'angle entre la projection et le vecteur. Donc, plus la valeur est proche de 1, meilleure est la qualité de la représentation. En général, la qualité de la représentation les qualités de représentation sont données axe par axe pour avoir la qualité de représentation. Dans un plan, on additionne tout simplement les critères correspondant aux axes étudiés. Donc, ce critère n'a pas de signification pour les individus proches de l'origine. Quand on détecte un individu pour lequel le cosinus carré est faible, on doit tenir compte de la distance à l'origine avant d'indiquer qu'il est mal représenté. Voilà. Donc, il faut tenir compte également de la distance à l'origine. Donc, la contribution de chaque individu, il faut signaler qu'elle est très utile. Il est très utile de calculer pour chaque axe la contribution apportée par chaque individu à cet axe. Donc, si on considère la KM composante principale, CK, donc les valeurs de la composante pour le IM individu est donnée par la valeur propre qui se calcule comme la moyenne des carrés des composantes principales correspondantes à ce KM, à cette KM composante là. Et donc la contribution de l'individu n'est rien d'autre que la composante, le carré de la composante principale correspondant à l'individu divisé par n, puisqu'il y en a au nombre de n, que divise la valeur propre correspondante, puisque ces sommes-là donnent plus précisément la valeur propre. On peut définir un indicateur en considérant l'entité correspondant à l'individu que l'on divise par la valeur propre. Et donc, cette contribution-là peut être étudiée en pourcentage pour voir quelle est la contribution de chaque individu à chaque axe. Nous allons y revenir de façon plus pratique à la fin de ce tutoriel. Donc, à titre de remarque, vous pouvez vous en apercevoir qu'il n'est pas souhaitable qu'un individu ait une contribution excessive
Donc, ce qui pourrait bien évidemment biaiser notre analyse. Donc, la recommandation qu'on fait en général, c'est d'éliminer les individus dont la contribution est trop importante. Donc, le problème qui peut être un problème des enquêtes par sondage. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé du cercle de corrélation qui est la projection du nuage de variables sur les plans correspondants, sur les plans des composantes principales. Et donc la corrélation, ce n'est rien d'autre que le sinus. Et donc, nos différentes variables bien représentées sont celles qui sont proches du cercle, puisqu'on avait dit que tout à l'heure que les variables étaient celles dont le cosinus carré était proche de 1. Donc celles qui sont proches de l'origine sont mal représentées, tout simplement. Et donc, quelle interprétation externe peut-on donner aux variables et individus supplémentaires ou alors les individus illustratifs? Donc, si on a des variables quantitatives, on calcule le coefficient de corrélation entre les variables supplémentaires et les composantes principales. Ceci permet sa représentation sur le cercle de corrélation. Maintenant, si on a une variable qui est qualitative, on procède à l'identification des individus de chaque catégorie de la variable et puis on procède à la représentation de chaque catégorie par son centre de gravité. Donc, le calcul par rapport à la corrélation entre les variables qualitatives supplémentaires et chaque composante principale par le test de Fisher-Snellekor ou valeur test dans les logiciels comme SPAT. Donc, pour ce qui est des individus, les individus de point nul ne participent pas à l'analyse. Il faut appliquer aux coordonnées des individus des expressions définissant les composantes principales. Donc, pour prendre par exemple un cas pratique, on a là un exemple d'analyse en composantes principales où on a un certain nombre d'individus qui sont des personnes, Jean, Aline, Annie, Monique et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater sur votre écran. Et on a de l'autre côté leurs notes en mathématiques, sciences, français, latin, musique. On peut faire une analyse en composantes principales par exemple pour voir si s'il y a une corrélation, si le fait d'être scientifique, puisqu'on peut par exemple regrouper, voir si on peut regrouper les différents, par exemple les différents individus ou alors les différentes matières par type. Est-ce que les scientifiques, le fait d'être fort en mathématiques est fortement corrélé à la force aussi en sciences ou bien en français et inversement. Donc, c'est un peu l'objet de ce cas pratique. Nous allons essayer de développer la méthode que nous venons de vous expliquer là de façon pratique. Vous voyez là que on peut essayer de centrer et réduire nos variables pour avoir la matrice centrée et réduite qui s'affiche en bas de votre écran. Voilà, donc ça fait partie des étapes de l'analyse en composantes principales. Vous voyez que cette matrice là n'a plus forcément rien à voir avec la matrice initiale. Donc on peut calculer les valeurs propres de notre matrice de variance covariance, la matrice de variance covariance de notre matrice centrée réduite qui est là, et on obtient nos différentes valeurs propres au nombre de 5. Donc 5 valeurs propres correspondant au nombre de variables. Voilà, notre première valeur propre représente 57%, plus de 57% d'inertie. Notre deuxième composante principale 23%, dont les deux premières cumulées représentent déjà 80% d'inertie. Et nous verrons par exemple plus tard que on peut peut-être se limiter à deux axes, deux composantes principales dans notre analyse. Si on regarde par exemple les scores des individus qui sont les valeurs des composantes principales des individus, on peut voir par exemple les coordonnées de chaque individu dans nos différents facteurs. Si on regarde par exemple les deux premiers facteurs, on peut également
Vous pouvez voir là en bas de votre écran la représentation des individus dans le premier plan factoriel par exemple. Premier plan factoriel qui représente 80% de l'information d'inertie, comme je vous l'ai dit plus haut, qui est représenté par les deux premiers axes factoriels. Vous voyez comment nos différents individus sont représentés sur nos axes. Et donc, bon, voilà, plus tard on pourra revenir. On peut regarder les contributions relatives de chaque individu à la formation de la composante principale donnée qui est l'inertie relative à l'individu sur l'axe factoriel. Donc, elle est définie par le score sur l'axe, par la formule que l'on vous a donnée plus tôt. Vous voulez par exemple voir que Jean a une contribution de 30%, si on veut regarder en termes de pourcentage, sur le premier axe factoriel. On peut également regarder la contribution exprimée en pourcentage de chaque individu, que ce soit de Jean sur le premier axe, Aline. Vous pouvez voir, vous pouvez observer différents calculs qui ont été effectués. On peut également regarder la qualité de la représentation des individus, la qualité de la représentation des individus, de l'individu I sur la composante principale correspondante qui a été définie également plus haut. Donc cette qualité de la représentation là permet de voir lorsqu'elle est proche de 1 si l'individu est bien représenté sur l'axe considéré lorsque cette qualité de la représentation est proche de 1. Les cosinus carrés peuvent être également calculés. Vous voyez par exemple que Jean est mieux représenté sur l'axe factoriel 1, tandis que Aline également. Par contre, Annie est plus représentée sur l'axe 2. Si vous représentez par exemple le cas d'Evelyne, qui est la dernière personne, elle est plus représentée sur le troisième axe factoriel. Vous voyez donc l'importance de regarder par exemple sur différents axes comment les individus peuvent être représentés. Donc, si on prend par exemple le cas de Jean, la qualité de la représentation par le plan factoriel 1, 2 s'obtient en cumulant tout simplement l'inertie. Et donc, si vous voyez, vous verrez par exemple que on pourrait utiliser par exemple cette qualité de la représentation là comme sur l'axe 1, sur deux axes, puisque ces axes représentent il y a 80% de l'information comme indicateur de performance. Donc les individus qui auront une qualité de la représentation plus élevée seront ceux les individus pouvant avoir les meilleures performances. Donc on peut au moyen donc regarder la saturation des variables qui sont les coordonnées factorielles des variables. Donc elles sont égales au coefficient de corrélation entre les variables santé réduite de part et les scores des individus. Les scores des individus correspondants. Donc il a signalé que les variables de départ sont centrées réduites. Les scores sont centrés et puis les variables, la variance est égale aux valeurs propres correspondantes. Et on peut donc retrouver la saturation à l'aide d'un calcul tel que donné là, au moyen des coordonnées factorielles qui sont données là. Donc vous pouvez regarder par exemple sur le cercle de corrélation correspondant à nos données que la science et la mathématique sont deux variables très corrélées parce que l'angle, la corrélation entre les deux, l'angle, le sinus de l'angle qui existe entre les deux sont et les deux individus sont très bien représentés sur les deux premiers axes, sur le premier plan factoriel constitué de deux premiers axes factoriels, puisque ces individus sont quasiment proches du cercle, sont quasiment sur le cercle de corrélation. On peut également remarquer une corrélation entre le latin et le français, qui peut laisser présager qu'il y a une connotation, qu'il y a des individus à connotation scientifique et des individus à connotation littéraire. On peut par exemple voir que la musique n'est fortement corrélée à aucune de ces différentes variables, ce qui peut être
peut également laisser présager que le fait d'être, d'avoir une bonne performance en musique n'a pas de lien avec le fait qu'on soit par exemple scientifique ou littéraire. Vous voyez comment on peut utiliser l'analyse en composante principale pour pouvoir simplifier l'information et pouvoir plus tard euh, euh, catégoriser les individus. Donc, vous pouvez vous regarder par exemple sur la représentation sur le deuxième plan factoriel qui est constitué du premier et du troisième. Vous voyez qu'il y a presque les mêmes corrélations, mais par contre les individus ne sont pas bien représentés parce que voilà, les points ne sont pas proches du cercle, tout autant que le cas précédent du premier plan factoriel où les individus étaient quasiment sur le cercle de corrélation. Donc, il serait préférable, par exemple, d'utiliser cette représentation sur le premier plan factoriel pour pouvoir faire nos analyses. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre et mieux cerner la notion d'analyse en composante principale. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.